Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler du 17 Cyber avec deux invités, Jérôme Notin, bonjour Jérôme. Bonjour. Et Eric Fraissinet. Bonjour Eric. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs Non Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Hervé Chauvel. Bonjour. Et Vladimir Collat. Bonjour. Alors, Jérôme, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Avec plaisir, donc Jérôme Notin, dans la cyber depuis des dizaines d'années maintenant, et puis depuis 2017, directeur général du groupement d'intérêt public Action contre la cybermalveillance. Eric ? Alors, comme Jérôme, dans la cyber depuis des dizaines d'années, depuis 98, en gendarmerie en particulier, et actuellement au commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace, où j'apporte des conseils à l'équipe de direction du commandement. Alors, Jérôme, en premier lieu, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur cybermalveillance ? Cybermalveillance, c'est le dispositif national d'assistance aux victimes d'actes de cybermalveillance que j'ai eu le plaisir de créer avec Eric et Adeline Champagnat de la police nationale lorsque j'ai rejoint l'ANSSI en 2016, avec trois missions principales. Une mission d'assistance aux victimes, donc on le fait principalement à travers la plateforme cybermalveillance.gouv.fr. Une mission de prévention, on est aujourd'hui en 2025, on pense les plus gros contributeurs en termes de contenu de prévention et de sensibilisation, et puis une mission d'observation de la menace. Alors Eric, pour contextualiser aussi, quel est ton lien avec le 17 Cyber ? Alors, comme le disait Jérôme, j'avais participé à la création, à la préfiguration et à la maturation du projet cybermalveillance. Et puis plus tard, on a créé un autre acteur du contact dans l'espace numérique sur Internet, qui est la Brigade numérique. Donc c'est un projet qu'on a lancé en 2017 et qui vise à développer les contacts en direct avec les citoyens par chat pour répondre à leurs questions et les accompagner dans tous leurs problèmes de sécurité, y compris les sujets cyber. Et donc la Brigade numérique a ouvert au mois de février 2018. Et un peu plus tard, on a été rejoint par nos amis de la police nationale avec le même type de plateforme. Alors, le 17 Cyber, qu'est-ce que c'est ? C'est la réponse pour les particuliers, les entreprises et les collectivités. En gros, c'est une plateforme numérique qui accueille donc les publics que je viens de citer, qui propose un parcours de qualification de la menace. C'est-à-dire qu'en quelques questions, on va savoir si ça concerne un compte de réseau social, ça concerne un réseau qui peut être chiffré, ça concerne un site web qui peut être défiguré, et on va donner des conseils. Et en parallèle de tout ça, pour certaines menaces, en tout cas celles qui le nécessitent, on va proposer une mise en relation avec des prestataires de proximité. Et on va proposer également, et c'est en fait la nouveauté, puisque tout ce que je vous décris là, c'est ce qu'on fait depuis 2017, mais la grande force du 17 Cyber, c'est d'avoir réuni l'ensemble des acteurs compétents et qui sont en capacité d'aider les victimes. Donc en parallèle de la mise en relation avec un prestataire de proximité, on va proposer une mise en relation avec, comme l'a dit Eric, soit la brigade numérique de la gendarmerie nationale, soit ma sécurité, anciennement mon commissariat, pour l'aide à la judiciarisation. Donc ça veut dire que on est capable aujourd'hui avec 17cyber.gouv.fr sur l'ensemble des victimes d'apporter tant des réponses techniques que des réponses sur l'aide au dépôt de plainte par exemple. C'est à la fois pour les entreprises et les particuliers ? Entreprises, collectivités et particuliers, tout à fait. Ouais. Et alors, en termes de temps de réaction, ça se passe comment ? Parce que j'imagine que c'est pas comme le 17 classique où tu appelles la police et tu as théoriquement une équipe qui arrive sur place au bout de quelques minutes. Là, je pense pas que tu as l'ANSSI qui arrive en voiture en bas de chez toi là, pour défoncer ta porte et connecter des équipements sur le réseau. Comment ça se passe en détail ? Deux choses. Donc, la première, c'est l'assistance technique. En 2020, quand on a lancé la V2 de la plateforme cybermalveillance.gouv.fr, on avait déjà
à peu près 1200 prestataires de proximité. Et ce qu'on a calculé, c'est le temps moyen de réponse pour les victimes, 24 heures sur 24. Et une stat que je vous partage aujourd'hui, on a plus de 80% des incidents de cybersécurité pour lesquels un prestataire se déclare compétent. Alors là, je parle au niveau des professionnels, on est un petit peu moins au niveau des particuliers, mais 24 heures sur 24, on a 80% des victimes qui, en moins d'une heure, là aussi, je répète, 24 heures sur 24, vont trouver un prestataire qui est en capacité de les aider. Ça, c'est la réponse technique. En parallèle, on a donc la partie aide à la judiciarisation. 24 heures sur 24, les policiers et les gendarmes sont en capacité d'échanger par chat avec la victime. Et là, je pense qu'Éric saura plus que moi répondre sur ce point-là, mais on bénéficie d'une vraie expérience de la BNUM et de mon commissariat qui existe depuis plusieurs années, je pense, mais Eric, je te laisse compléter. Je pense que les temps de réponse, c'est aussi là également très bon. Alors oui, juste pour compléter un petit peu, au-delà de l'accompagnement par des professionnels et puis de pouvoir discuter avec des policiers ou des gendarmes, en fait, ce qui a aussi été rajouté, c'est un accès facilité, grâce au diagnostic d'ailleurs, à l'ensemble des plateformes de signalement qui concernent le cyber. Et donc, qu'on parle d'escroquerie, qu'on parle de contenu illicite, etc., on peut sur le 17 Cyber assez rapidement trouver le lien et être redirigé vers la bonne plateforme, qui elles aussi sont disponibles 24 heures sur 24, et y compris certaines formes de plaintes en ligne qui sont possibles. Donc sans discuter avec personne, on peut rentrer des infos en ligne et engager une plainte, notamment pour des escroqueries sur Internet. Et effectivement, pour compléter ce que dit Jérôme, quand on chatte avec le gendarme ou le policier, de toute façon, on apporte toujours une première réponse tout de suite. Et puis après, en fonction de la situation, on va proposer à la personne soit de la conseiller pour qu'elle puisse faire son signalement, justement, de l'orienter vers un dépôt de plainte physique, si il lui semble qu'elle a besoin de rencontrer quelqu'un, ou prendre un rendez-vous dans une brigade ou un commissariat pour déposer plainte. Il y a différentes situations en fonction du cas qui est proposé. Et puis en fonction de l'urgence, les policiers et les gendarmes vont transmettre l'information à des services concernés directement par l'affaire pour qu'ils puissent agir. Alors là, ils ne vont pas agir dans la minute, mais ils vont pouvoir se déplacer et en tout cas dialoguer avec la victime dans les heures ou les jours qui suivent en connaissance de cause sur son affaire. Le 17 Cyber a été lancé le 17 décembre dernier. On a déjà plusieurs cas où effectivement, comme l'a dit Eric, il y a vraiment cet accompagnement fait par le chat, via le chat police-gendarmerie, qui prend attache avec le commissariat local ou la brigade de gendarmerie locale pour transférer les informations collectées à travers ce chat pour que la victime, quand elle arrive, le policier ou le gendarme soit informé de la situation et faciliter le dépôt de plainte. Un point que je relève là, parce que avant que je n'oublie, parce que c'est vraiment le gros enjeu du 17 Cyber en interne, dans l'équipe projet police, gendarmerie, cybermalveillance.gouv.fr, ça a été de développer des outils d'aide à la décision pour le policier. On va dire le FSI, la force de sécurité intérieure, donc policiers et gendarmes. C'est-à-dire qu'on s'est vraiment mis autour de la table les opérationnels police, les opérationnels gendarmerie, nous, pour dire quelles sont les questions par rapport à, je prends un exemple, le rançongiciel au niveau d'une entreprise, quelles sont les questions que vous devez ou vous pouvez poser sur la partie aide à la judiciarisation sur ce cas particulier. Et comme on a fait sur l'arbre de décision de qualification de la menace, on a repris la même philosophie qui est l'arbre d'assistance sur l'aspect judiciarisation. Et donc, on déroule, l'opérateur, il a un outil, il se connecte sur notre plateforme en mode extranet, comme on disait il y a quelques années. Il se connecte sur notre plateforme, il a la qualification de la menace, c'est-à-dire que on lui dit t'as un particulier victime de ça, t'as une entreprise victime de ça, et donc là, en fonction de la qualification de la menace, grâce à l'outil d'aide à la décision, il est en capacité de poser les questions qui vont bien à la victime. Moi j'ai une petite question, ça revenait un peu en arrière, mais c'est par rapport à l'accès, parce que depuis tout à l'heure on parle du 17 Cyber, ce qui fait référence au numéro de téléphone 17, mais le 17 Cyber c'est pas un numéro de téléphone, c'est je dois me connecter sur la plateforme web
pour accéder aux différentes ressources et pouvoir déclencher tout ça. Okay. En fait, si tu veux, l'idée de départ, elle vient du président de la République qui, lors d'un déplacement à Nice en janvier 2022, a dit je veux l'équivalent numérique du 17 cyber. Donc on s'est réunis. Non, l'équivalent numérique du 17. L'équivalent numérique. 17, Tu vois, je parle trop 17 on cyber. Merci beaucoup. On aura corrigé. Et effectivement, on s'est mis autour de la table avec le ministère de l'Intérieur et l'ANSSI pour essayer de comprendre la commande politique. Et ça aboutit effectivement à 17cyber.gouv.fr. En clair, personne au sein du ministère de l'Intérieur, que ce soit en police ou en gendarmerie, voulait mobiliser 500 policiers ou 500 gendarmes pour répondre à un numéro de téléphone réel. Il était hors de question de mettre en... comprend. Pardon ? Oui, ça se comprend. Oui, puis pour problématique de ressources et puis de concurrence par rapport au monde privé. Et donc, c'est aussi poser la question d'un serveur vocal interactif. Mais quand on voit l'arbre de décision qui permet de qualifier la menace, c'est complètement impossible. Donc on a fait, alors comme on est entre nous, je vais vous dire le fond de ma pensée, on a fait un truc assez original et incroyable en France, c'est qu'on n'a pas réinventé de zéro des dispositifs qui existaient. Et donc justement, on a repris des dispositifs qui avaient démontré leur capacité de répondre à leur mission initiale. Donc, je pense en particulier à notre parcours, je pense à la BNUM qu'évoquait Eric, je pense à mon commissariat qu'évoquait Eric, et on a mélangé tout ça et ça devient le 17 cyber. Et la V2, ce sera un bon modèle d'intelligence artificielle qui analyse avec des graphes et est capable de générer des voix pour répondre aux questions des personnes. La V2, ce sera peut-être un peu d'IA pour simplifier le parcours de qualification côté victime. Aujourd'hui, donc, ce sont des questions fermées. Si effectivement on peut proposer un outil en langage naturel qui permet de décrire par la victime ce qu'elle en une phrase ou deux avec une petite relance si nécessaire qui permet de mieux qualifier encore et plus simplement la menace, on sera très content. Et puis la V2 à coup sûr sera l'intégration de certains dispositifs régionaux dont parfois on entend parler pour justement faire que tout le monde soit derrière une marque unique. On a compris que 17 Cyber c'était peut-être avant tout une marque qui va simplifier la lisibilité de l'ensemble des dispositifs. Eric parlait des différents téléservices. Aujourd'hui peu de monde connaît Pharos, Perceval, Thésée, peu de monde connaît encore cybermalveillance. Donc voilà, si tout le monde parle de... Vous avez un problème, quel qu'il soit, quel que soit votre profil, entreprise, particulier, collectivité, vous allez sur 17 Cyber, vous aurez la solution avec ce portail unique, ce guichet unique non exclusif, qui va gommer justement toute la complexité des différents acteurs étatiques ou associatifs. Et ben, je pense qu'on aura collectivement gagné. Et du coup, tu parles de tous les problèmes, et ça fait référence à ce que vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas que le ransomware. Il y a quand même cyber dans le mot, donc si j'ai un problème de ransomware, j'appelle. Si j'ai un problème de cyberharcèlement, est-ce que j'appelle? Si j'ai un problème Alors, tu n'appelles pas, tu te connectes. Je te coupe, Nicolas, oui. Mais... Oui. J'appelle le 17, le cyber 17. 17, l'équivalent numérique du 17, et je m'arrête là, je ne dis pas cyber. C'est exactement ça, on traite 51 menaces historiquement. Enfin, quand on a lancé le dispo en 2017, on traitait 20 menaces. Aujourd'hui, on en traite 51. Évidemment, alors je ne vais pas dire tous les mois, parce que c'est pas le cas, mais on ne s'interdit pas de rajouter une menace quand on considère qu'un phénomène le nécessite. Est-ce que la liste des menaces supportées est sur le site web? C'est-à-dire, est-ce que l'arbre de décision, moi, en tant qu'utilisateur, je suis confronté, ou est-ce que je décris mon problème en texte libre et c'est derrière le gendarme ou le policier qui analyse, qui lui va tourner le playbook et va décider si ça qualifie ou pas? En fait, alors, deux questions dans ce que tu viens de dire. La première, la liste des cybermalveillances qu'on adresse historiquement, elle est disponible. Tu tapes dans le moteur de recherche cybermalveillance.gouv.fr liste, tu auras deux pages qui pour moi ont beaucoup d'intérêt. Donc la première, c'est pour répondre à ta question, c'est effectivement la liste des cybermalveillances qu'on adresse. Et puis la deuxième, je reviens sur notre métier de prévention qu'on disait en introduction, on a la liste des ressources qu'on met à disposition en fonction des menaces pour l'ensemble des publics. Donc ça, c'est le premier point. Après, c'est ce que j'ai dit aussi tout à l'heure, l'arbre de décision de qualification de la menace, aujourd'hui, il est sous forme d'arbre de carte mentale, donc c'est quelque chose de fermé, mais on réfléchit, et
Donc ça veut dire que je prends vraiment pas beaucoup d'engagement. On commence la réflexion d'anticiper une évolution vers de l'intelligence artificielle. On est très... moi, à titre perso, je suis très mesuré, ne serait-ce que sur des points de vue sécurité, de ce que peut être l'intelligence artificielle. Donc voilà, on commence à réfléchir à ça pour un jour, ça pour le coup j'en suis convaincu, mais sûrement pas peut-être pas en 2025, proposer à la victime, donc en langage naturel, de pouvoir décrire son problème et faire que l'intelligence artificielle qualifie le problème et sur les menaces qui le nécessitent, offre cette possibilité d'échanger avec un policier et un gendarme par chat, où là on aura vraiment un humain qui sera en capacité d'aider la victime. Mais tu vois, l'idée, c'est si je me suis fait voler mon téléphone, est-ce que j'appelle au 17 cyber ou pas? Est-ce que c'est cyber, mon cher Nicolas? Si tu te fais voler ton téléphone, je ne sais pas si c'est vraiment cyber. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui volent les téléphones et qui connaissent tous les comptes. Ils ont tous les comptes Boursorama, machin, etc. Et ils ont une checklist et ils vont dans tous les comptes, toutes les applications du téléphone qui permettent de transférer de l'argent d'une manière ou d'une autre. Il y a un truc qui s'appelle verrouiller son téléphone déjà. Et puis, on va attendre que la victime soit victime d'actes de cybermalveillance pour pouvoir entrer en jeu. Mais c'est un bon cas concret que décrit Nicolas, et je suis sûr que c'est des questions qu'il pose dans le chat aux policiers et aux gendarmes, et donc ça peut être intéressant de voir comment ça s'intègre. Il y a un autre aspect, Jérôme, que tu n'as pas évoqué, c'est une partie du travail des policiers et des gendarmes, et puis des signalements via cybermalveillance en général, et sur le 17 cyber dont on parle aujourd'hui, ça permet d'alimenter des alertes, c'est-à-dire de découvrir des nouveaux phénomènes, et donc peut-être que l'intelligence artificielle pourrait nous aider à accélérer cette analyse de tous les chats d'une part, et puis du dialogue avec la plateforme 17 cyber, pour voir s'il y a des nouveaux phénomènes qui sont en train d'émerger, notamment sur les modes opératoires nouveaux, et donc parce que ça peut être un type d'infraction, mais des modes opératoires particuliers, un peu comme le décrivait Nicolas justement. Qu'est-ce que tu en penses, Jérôme? Je suis tout à fait d'accord. On a un historique, l'idée c'est de parler du 17, mais le 17 il n'est pas né de zéro. On a un historique, par exemple, sur la fraude aux faux conseillers, aux faux supports techniques, où dès 2017, quand on lance la plateforme, vous vous souvenez, on était vraiment dans mai-juin, WannaCry, NotPetya, et on pensait qu'on allait avoir beaucoup de victimes de rançongiciel. Et là, quand on regarde les comptes rendus de nos prestataires, on s'aperçoit qu'ils sont beaucoup intervenus sur du faux support technique. Le TechScam Microsoft, qu'on connaît tous, et donc là, ayant un accès privilégié au service d'enquête, on commence à échanger avec eux, et donc ils nous disent oui, faux support technique on connaît, mais il n'y a pas beaucoup de victimes. Et là j'ai la chance d'échanger avec Nicolas Duvinage, à l'époque patron du C3N, qui dit écoute, parce que je lui casse les pieds très certainement, et qui me dit écoute, je vais regarder ça, et il s'est renseigné et il s'est aperçu effectivement que pour différentes raisons les victimes déposaient pas plainte là-dessus, et donc il a ouvert des enquêtes, et en France aujourd'hui on traite ce sujet des fraudes à la réparation informatique d'une manière extrêmement avec beaucoup d'attention. Il y a eu beaucoup d'interpellations, des groupes qui ont été démantelés. Quand je dis groupe, c'est qu'en face de nous on a des vrais gens qui sont organisés, on peut dire que c'est de la mafia, avec des gens qui développent les petits scripts qui vont permettre de bloquer la page, d'autres qui les achètent, d'autres qui exploitent des centres d'appel. Donc voilà, il y a cette capacité de collecte d'informations, elle est fondamentale. Alors ça s'est fait historiquement par cybermalveillance, et avec le 17 cyber, on aura cette capacité de le faire en quasi-temps réel, parce que la victime sera en contact direct 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec le policier et le gendarme. Et est-ce que vous avez un petit peu de retour sur expérience à faire? Ça a été lancé récemment, mais est-ce que vous avez quelques chiffres Alors, on a des chiffres sur l'outil de débruitage, c'est-à-dire que on a la victime qui rentre dans le parcours, on lui qualifie la menace et on la renvoie vers le téléservice. Donc là, je crois que c'est 6000 parcours, avec la grande majorité, et c'était vraiment l'objectif. Quand on reçoit un SMS à la livraison de colis, par exemple, on n'a pas forcément besoin d'entrer en contact avec un policier et un gendarme. Donc là, on a les conseils qui correspondent vraiment à la menace qu'on vit. Et puis, on est aujourd'hui à un rythme d'une 50aine de mises en relation réelle entre
la victime et le policier et le gendarme, donc 50 par semaine. Ça va évoluer de deux manières, je pense, parce que, et pour être tout à fait transparent avec vous et nos auditeurs, personne ne savait quel allait être le taux de sollicitation des victimes pour entrer en contact avec le FSI. Donc le bouton de contact FSI, il n'est pas hyper mis en avant. Donc on va essayer de travailler sur une mise en avant un petit peu plus valorisante et qui va simplifier donc l'accès à la force de sécurité intérieure par la victime. Et puis le deuxième, c'est que sur l'ensemble des menaces qu'on adresse, collectivement on a fait le choix, enfin surtout le ministère de l'Intérieur a fait le choix de ne pas traiter toutes les menaces, et on a encore sur les 51 menaces qu'on adresse, on va étendre la liste de celles qui permettent en fait cette mise en relation avec le policier et le gendarme. Et est-ce que vous observez de nouvelles tendances, par exemple, je ne sais pas, des menaces qui n'étaient pas très prégnantes par le passé et qui deviennent de plus en plus importantes? C'est un petit peu tôt, là, on a quelques semaines de recul, donc on ne saurait répondre d'une manière affirmative à cette question, mon cher Joanne. Et c'est un projet qui a coûté de l'argent. Ça a été financé en interne avec le fonctionnement habituel des différents services cités. Il y a eu des contraintes liées au développement. Nous, on est une toute petite équipe au sein de ACIMA. Donc, on a bénéficié d'un financement de la part du ministère de l'Intérieur, justement pour adapter notre plateforme et surtout, travailler sur les outils d'aide à la décision qui vont permettre, et ça on a déjà la preuve de ça, qui vont permettre une meilleure réponse et un meilleur temps de traitement justement des incidents cyber par les forces de sécurité intérieure. J'ai un rêve un petit peu, alors il sera plus caché puisque je vais vous en parler, mais vraiment je suis très content de l'outil qu'on a travaillé avec les policiers et le gendarme, qui est assez nouveau parce que il faut bien savoir que le policier et le gendarme qui va répondre à la victime, il va traiter en parallèle, l'intérêt du chat c'est d'avoir plusieurs canaux avec différentes victimes, il va traiter de recrutement au sein de la police et de la gendarmerie. Il va traiter en même temps une personne qui a un problème de voisinage avec quelqu'un qui a... votre voisin tue votre chien, vous allez sur la BNUM ou sur mon commissariat et vous posez la question aux policiers, aux gendarmes et aux policiers de savoir ce qu'on doit faire. Et en parallèle, il va traiter de sujets cyber. Donc les policiers, même s'ils ont été formés, mais les policiers et les gendarmes, ils sont multitâches, multi-spécialités. Et donc, l'outil qu'on a fait, c'est très novateur. Et moi, j'espère, comme je vous disais, que sur d'autres thématiques, en dehors de la cybersécurité, peut-être qu'il pourrait y avoir une assistance. C'est un outil d'aide à la décision fait pour les policiers et les gendarmes. Et peut-être que sur d'autres thématiques, la philosophie pourrait être déclinée. Tu veux dire ça pourrait marcher pour les violences faites aux fans, pour le vol à l'arraché, pour tous les autres cas que traite habituellement un commissariat? Les violences faites aux femmes, c'est le cas particulier où ils sont spécialisés. Voilà. Il y a un chat police-gendarmerie qui est spécialisé pour ça. Sur arrêtonslesviolences.gouv.fr, sur tous les sujets, ils avaient constitué une base documentaire qui leur permettait de répondre à des centaines de questions, parfois un peu techniques. Quelle est la réglementation en matière de traction de caravane? C'est des questions qu'on nous pose au moment des vacances, etc. Et donc, effectivement, le policier ou le gendarme, il n'a pas toutes les réponses en tête. Et donc, il y a des bases de connaissances. Et vraiment, ce qu'a apporté les développements dans le cadre du 17 Cyber, c'est cette aide tout au long de la discussion, très progressive, et qui permet non seulement de faciliter le travail du gendarme et du policier, mais même d'accélérer en fait le dialogue. Alors c'est effectivement difficile de donner des statistiques, mais sur la brigade numérique en 6 ans, ils avaient traité 1 million d'échanges, et ils traitent en moyenne, ils sont 32 personnels, 700 échanges par jour. Et donc c'est un flux nouveau qui arrive avec le 17 Cyber, avec quelques échanges nouveaux spécifiques qui passent par ce canal particulier. Et donc on pense qu'il va augmenter progressivement et ça va nous permettre d'améliorer la réponse dans ce domaine. Ça peut paraître contradictoire le fait d'avoir plusieurs canaux qui amènent au même endroit, mais en fait ça te permet d'adapter le message, ça nous permet d'adapter le message aux différents publics.
Et là, c'est les publics qui ont un problème cyber. Et ben, ils passent par cette plateforme, mais ils parlent, ils échangent avec les mêmes types de professionnels du côté de la police et de la gendarmerie, ceux qu'ils rencontrent dans les brigades et les commissariats sur le terrain et qui sont accessibles via ce chat depuis quelques années. Donc c'est important pour nous aussi de développer les canaux de présence, et on réfléchit à d'autres types de présence sur les espaces numériques. Ça pourrait être par exemple dans certains espaces de discussion de pouvoir dire tiens, là il y a une discussion qui tourne mal entre 2 personnes, 3 personnes, est-ce qu'un policier ou un gendarme peut intervenir? C'est partie des réflexions pour l'avenir. Ah, c'est bien, tu parles de canal d'entrée, ça me permet d'enchaîner sur mes 2 questions, de canal d'entrée, de point d'entrée unique. C'est justement, c'est un peu le goulot d'étranglement, point d'entrée unique pour toutes les demandes. Et si je suis une collectivité, demain, je contacte le 17 Cyber ou j'appelle le CERT-FR? Et j'ai une autre question par rapport à ça. Canal d'entrée, qu'est-ce que c'est le module 17 Cyber? Si tu es une grosse collectivité, tu appelles le CERT-FR. Si tu es une plus petite collectivité, c'est-à-dire que si tu n'es pas régulé, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a NIS 2 qui est entré en vigueur depuis le 17 octobre. Voilà. Après, la transposition tarde un petit peu, mais en tout cas, si tu es une grosse collectivité, tu peux bénéficier des services du CERT-FR. Sinon, tu te connectes sur 17cyber.gouv.fr. Et merci beaucoup, Vlad, de poser la question de ce qu'est le module 17 Cyber. Le module 17 Cyber, c'est un petit widget qui est intégrable sur n'importe quel site web et qui permet de faire le parcours de qualification de la menace. C'est-à-dire qu'on va poser à la victime déjà la première question: est-ce que tu es un particulier, une entreprise, une collectivité? On voit bien que les questions vont être différentes en fonction du profil. Les 3, 4, 5 questions qui vont suivre derrière vont permettre de poser le constat. Je reviens sur mon exemple: le particulier victime de la fraude au faux support technique, l'entreprise victime de rançon logiciel et ma collectivité victime de défiguration. Donc on a posé le constat, ensuite c'est en savoir plus. Donc on dit voilà, tu es victime de ça, au sein du widget, au sein du site web. Et ensuite, quand la personne ou l'entreprise de la collectivité va en savoir plus, elle clique, elle a tous les conseils liés à cette menace, et donc si on a considéré qu'elle était technique, on propose la mise en relation avec un prestataire, et si le ministère de l'Intérieur a considéré que ça avait du sens de proposer une mise en relation avec un policier et un gendarme, on propose cette mise en relation. Donc le widget, on aimerait qu'il soit déployé, et j'espère que nos auditeurs auront la curiosité d'aller voir, parce que ça se met en place en moins de 10 minutes. On a quelques sites déjà prestigieux qui l'ont mis en place. Donc voilà, il permet de faire bénéficier aux visiteurs d'un site web de l'outil de qualification de la menace et derrière de l'ensemble des services du 17 Cyber. Mais tu le vois plutôt sur quel type de site web? Des banques. Typiquement sur un site marchand. Ah oui, banque, parce que je me disais, tiens, sur un site marchand, quoique si, arnaque à la carte bancaire, sur un site marchand peut-être. Alors, il y a beaucoup de problèmes de sécurité dans les sites marchands ces derniers temps, mais... Les sites de rencontres, voilà, des mutuelles l'ont déjà déployé. Beaucoup de collectivités, d'ailleurs, tu parlais de collectivités, Vlad, on a pas mal de collectivités qui l'ont déployé. Donc, absolument, tout le monde peut bénéficier et permettre de bénéficier à ses visiteurs de l'outil de diagnostic. Oui, sur le site de ta mairie, par exemple. Oui. Oui, donc là, sur le 17 Cyber, comment est-ce que vous allez assurer la promotion, la communication pour justement faire connaître le 17 Cyber? Différentes approches. On a une superbe vidéo qui est disponible qui permet donc de faire connaître les services du 17 Cyber. On a le module qui est déployable et qui commence à être déployé sur différents sites. Et puis on a toute la communication qu'on va faire auprès des premiers bénéficiaires, en tout cas de ceux qui vont être aidés par l'outil. Là je pense aux plaintiers, donc dans les unités, les policiers et les gendarmes doivent connaître le 17 Cyber pour pouvoir aiguiller les victimes vers l'outil. Ok. Eric, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin? Oui, tout à fait. On souhaite que ça devienne le 17 Cyber un réflexe pour tout le monde quand on rencontre un problème dans le cyberespace. Ce que ça n'est pas, c'est une réponse à tout pour l'instant, puisque justement ça sera certainement enrichi par ce que vont nous apporter les internautes. Donc même si vous n'avez pas une réponse tout de suite, justement le chat avec le policier ou le gendarme, l'échange avec le professionnel vers lequel vous oriente cybermalveillance.gouv.fr, ça va permettre d'enrichir ça, et c'est hyper important que la confiance se développe dans ce dispositif, et nous on va en permanence l'améliorer. Donc 17cyber.gouv.fr, et on va continuer à le développer pour tous. Merci Eric.
Jérôme, tu voudrais ajouter quelque chose ? Eric a tout dit, tout est parfait. Parfait. Bon bien, Eric, Jérôme, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.